par Dr Belkhader, intérêt de l'implémentation d'une consultation ophtalmologique systématique dans un centre de prise en charge des diabétiques de type 1, exemple de la maison du jeune diabétique. À vous la parole. Bonjour à tous, c'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous raconter cette belle expérience qu'est celle de la maison du jeune diabétique à Rabat. Cette maison a été inaugurée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en juillet 2014 et fait suite à un combat mené par Madame le professeur Balafrej Amina et son association Le Bedil et toute son équipe depuis plus de 30 ans pour le patient diabétique de type 1. Et je suis ravie de faire partie de cette équipe dynamique et pluridisciplinaire. La maison du jeune diabétique à Rabat a pour objectif une prise en charge gratuite et de qualité du diabétique de type 1 avec une prise en charge pluridisciplinaire et complète. J'ai eu l'honneur et le plaisir de démarrer une consultation ophtalmologique au sein du centre à partir de mai 2017, lorsque le centre a acquis une lampe à fente. Et donc, nous menons une consultation hebdomadaire ou au moins bimensuelle avec un examen ophtalmologique complet de ces patients. Je vais donc vous présenter les résultats de cette cohorte afin de vous démontrer l'intérêt d'un suivi global du patient diabétique de type 1 et vous parler succinctement des nouveautés dans le diagnostic et la prise en charge de la rétinopathie diabétique et de la maculopathie diabétique. Donc, c'est une étude prospective que nous menons depuis 24 mois. Nous avons inclus tous les patients qui ont été vus en consultation ophtalmologique avec les données à la fois sur le plan diabétologique et les données ophtalmologiques. Nous avons donc colligé un total de 234 yeux pour le moment. Il s'agit d'une population âgée en moyenne de 18 ans, avec un diabète qui a été diagnostiqué en moyenne depuis 10 ans, plus ou moins 7 ans. L'hémoglobine glyquée moyenne était de 8% et 50% des patients n'avaient pas eu de consultation ophtalmologique préalable au moment où je les ai vus donc au centre. Sur le plan ophtalmologique, l'acuité visuelle était en moyenne à 8/10, ce qui nous a permis de poser donc des diagnostics d'amétropie qui ont pu être corrigés chez des enfants qui étaient encore en âge scolaire. Donc, sur le plan qui nous intéresse, sur le plan des complications susceptibles d'être induites par le diabète, eh bien, nous avions des opalescences cristalliniennes, c'est-à-dire des débuts d'opacification du cristallin chez 11% des patients et des cataractes avérées chez 4,3% qui n'étaient pas encore chirurgicales. Sur le plan de la rétinopathie diabétique, elle était bien heureusement absente chez 95% de nos patients. Elle était minime chez 3 patients, modérée à sévère chez 2 patients, et elle était proliférante chez 8 patients ayant nécessité une PPR, donc en ODG. Un œdème maculaire a été retrouvé chez 4 patients seulement. C'était un œdème maculaire qui était à un stade encore infraclinique et qui n'a donc pas nécessité de prise en charge donc spécifique pour le moment. En analyse univariée, il est apparu que c'est sans surprise que c'était la durée du diabète, l'hémoglobine glyquée quand elle était élevée et la présence d'un cristallin opacifié qui était statistiquement associé à la survenue de cette rétinopathie diabétique, ce qui a été confirmé par une analyse multivariée. Finalement, donc, ces deux données sont apparues comme des facteurs de risque indépendants de développer une rétinopathie diabétique. Et c'est sans surprise que lorsque l'on compare ces données à la littérature, eh bien, nous retrouvons des résultats similaires. Notre étude retrouve une prévalence de 5,6% de la rétinopathie diabétique, dont seulement 3,4% de rétinopathie diabétique proliférante et 1,7% d'œdème maculaire diabétique, pour une durée de diabète qui, je vous le rappelle, était en moyenne de 10 ans. Lorsque l'on compare ces données à la littérature, et je vous présente ici une méta-analyse qui a regroupé les principales études qui se sont intéressées à la question, eh bien, nous sommes bien en deçà des données de la littérature, et c'est bien heureux, puisque pour un diabète de type 1 entre 10 et 20 ans d'évolution, les prévalences décrites de la rétinopathie diabétique sont de 55%, de la rétinopathie proliférante de 20% et de l'œdème maculaire de 12%. Passons à présent aux nouveautés dans le dépistage de la rétinopathie et de la maculopathie diabétique. Eh bien, depuis quelques années, nous avons, depuis 1 ou 2 ans, ça vient de rentrer au Maroc, l'imagerie ultra grand champ. L'imagerie ultra grand champ est une véritable révolution pour les rétinophotos et pour le dépistage de cette rétinopathie diabétique, puisqu'elle a montré une supériorité par rapport aux 7 champs qui étaient recommandés par le TDRS, par le rétinographe non midriatique. Et puis surtout, elle va nous permettre de bien visualiser la périphérie rétinienne. Et regardez, on pourra retrouver des hémorragies qui étaient passées inaperçues au fond d'œil ou lors donc, des clichés préconisés par le TDRS. Cette imagerie ultra grand champ pourra également être couplée à l'angiographie à la fluorescéine. Et là encore, chez ce patient qui a déjà bénéficié d'une PPR, on pourra regarder ici, voir qu'il y a une région de rétine qui n'avait pas été lasérisée, qui est d'ailleurs ischémique, une néovascularisation prérétinienne qui est toujours active et un œdème maculaire très probable associé. À côté donc de cette imagerie ultra grand champ, la grande révolution qui a été apportée depuis 2 ans maintenant, c'est l'OCT angiographie. C'est un examen qui est non invasif.
On parle d'angiographie, mais il n'y a pas d'injection de fluorescéine ni d'autres colorants par voie intraveineuse. Cela se fait par une imagerie qui prend quelques minutes, qui est reproductible, facilement réalisable. Et nous avons des espoirs que cette OCT angiographie va nous permettre non seulement de poser le diagnostic de l'œdème maculaire, mais ça va être surtout un marqueur précoce de la maculopathie diabétique lorsqu'elle ne sera même pas encore à un stade clinique. En effet, cette OCT angiographie va nous permettre de mesurer la densité vasculaire, d'identifier de façon précise les zones de non-perfusion vasculaire et de la mesure exacte de la zone avasculaire centrale maculaire, ce qui pourra nous permettre donc d'identifier les patients à risque de développer cet œdème maculaire et de les surveiller de façon beaucoup plus précoce et de façon beaucoup plus serrée. Lorsque cet œdème maculaire va être diagnostiqué, eh bien, il devra être diagnostiqué tôt, traité tôt, et le patient verra mieux. Et le gold standard pour le traitement de l'œdème maculaire, c'est aujourd'hui les injections d'anti-VEGF. Nous avons à notre disposition les 3 molécules au Maroc, le bevacizumab ou l'Avastin, qui n'a qu'une autorisation de mise sur le marché temporaire, le ranibizumab, le Lucentis, et l'aflibercept ou l'Eylea. Et c'était cette étude publiée dans l'American Academy of Ophthalmology qui avait scellé le sort de ces 3 molécules en nous montrant que le bevacizumab était de loin inférieur à ses 2 homologues et que l'aflibercept et le ranibizumab faisaient pareil et étaient tout aussi efficaces à 2 ans d'utilisation. Un nouveau venu va probablement rejoindre cet arsenal thérapeutique, c'est le brolucizumab développé par les laboratoires Novartis qui a montré des résultats prometteurs sur l'œdème maculaire secondaire à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc les laboratoires ont démarré les essais cliniques de phase 2 et de phase 3 pour le traitement de l'œdème maculaire diabétique en 2018 et nous attendons les résultats avec impatience, probablement l'année prochaine ou en 2020. Et c'est surtout l'intérêt majeur de cet anti-VEGF, c'est qu'il nous permettra probablement d'espacer les injections lors du traitement de l'œdème maculaire diabétique. Mais attention, les anti-VEGF ne traitent que l'œdème maculaire diabétique. Ce n'est pas un arsenal thérapeutique du traitement de la rétinopathie diabétique, bien qu'il y ait eu un engouement depuis 2 ou 3 ans après les résultats du protocole T par les équipes américaines, où ils ont montré qu'il y avait une régression des néovaisseaux prérétiniens. Eh bien, oui, ça permet de régresser les néovaisseaux prérétiniens, vu que c'est un anti-angiogénique, mais ça n'aura aucune action sur la cause de cette néovascularisation, qui est l'ischémie rétinienne, avec en plus un effet suspensif dès l'arrêt de ces injections. Le traitement de la rétinopathie diabétique reste encore le laser et la panphotocoagulation rétinienne et nous disposons de lasers de plus en plus performants. Depuis quelques années, le laser multispot Pascal qui est disponible au Maroc, qui permet d'avoir des temps d'exposition rétinienne qui sont beaucoup plus courts, avec donc des complications pendant le laser qui sont beaucoup moins importantes, peu de douleur pour le patient, peu de complications post-laser et puis surtout, il n'y a pas de baisse de sensibilité au contraste, ce qui permet une meilleure qualité de vision chez nos patients traités par laser. Et puis le nouveau venu, qui a été présenté l'année dernière lors de l'American Academy of Ophthalmology, c'est le Navilas, qui est un véritable bijou de technologie, qui permet par une interface tactile de préciser par imagerie complète et multimodale les zones à lasériser et surtout les zones à ne pas lasériser, ce qui permet d'avoir une sécurité d'utilisation qui est sans précédent. Et puis surtout, hormis le fait que la PPR bien sûr sera complète avec des impacts réguliers et peu de complications post-laser, ça nous permettra de l'envisager en deuxième intention dans le traitement de l'œdème maculaire diabétique chez les patients qui ne répondent pas suffisamment aux anti-VEGF ou qui ne répondent pas du tout aux anti-VEGF. Donc pour conclure, la prise en charge du patient diabétique est une prise en charge multidisciplinaire. Notre étude que nous avons menée à la Maison du jeune diabétique à Rabat trouve des prévalences très faibles de rétinopathie diabétique et d'œdème maculaire diabétique. Le pronostic de ces atteintes reste fortement corrélé à la précocité du diagnostic. Nous soulignons encore et toujours l'importance de la consultation ophtalmologique systématique et du suivi global du patient diabétique de type 1. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Belkhadieg. Est-ce que vous avez une question? Merci pour votre brillante communication. J'ai une question par rapport donc à l'imagerie à ultra grand champ. Est-ce que en fait c'est une sorte de rétinographe? C'est exactement ça. C'est exactement le même principe que le rétinographe non midriatique. Donc on pourra l'acquérir comme exactement. Ça coûte un peu plus cher malheureusement, mais c'est exactement le même principe. Mais l'avantage c'est que vraiment on a quasiment toute la rétine jusqu'à l'ora serrata. On a à peine peut-être 10 degrés en supérieur et en inférieur qui sont un peu gênés par les paupières, sur lesquels on n'arrive pas à accéder. Mais c'est un acquis qui est considérable. Ma question, c'est en fait, on vient d'acquérir un rétinographe classique au service. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose en fait qui pourra modifier le rendre? Non, c'est tout l'appareillage. Non, c'est tout un appareil et c'est toute une. Oui, merci. Malheureusement, oui. Une question, docteur Haribi? Bonjour,
Deux petites questions. Oui. Comment expliquez-vous la prévalence basse de la rétinopathie diabétique dans votre cohorte? Deuxième question. À quel âge que vous commencez à faire des rétinographes chez vos enfants? Merci. Alors, je pense que les patients qui sont suivis dans la maison du jeune diabétique étaient des patients qui étaient à la base suivis à l'hôpital d'enfants. Et donc, quand la maison du jeune diabétique a ouvert, ces patients ont été ensuite adressés au niveau de ce centre. C'est des patients qui sont très, très, très bien suivis. Vraiment. Il y a une volonté d'éducation, de sensibilisation. Les bilans sont faits gratuitement au sein du centre. Les néphrologues se déplacent, les psychiatres se déplacent, les psychologues se déplacent. Il y a une nutritionniste à temps plein au niveau du centre. Je pense que c'est le seul garant d'une bonne prise en charge, clairement. Plus le patient va être bien pris en charge et meilleurs seront ses résultats. Ce sont des enfants bien pris en charge. Deuxième question, vous m'avez dit ? À partir de quel âge? En fait, les nouvelles recommandations, avant, on disait il n'est pas nécessaire de faire un examen ophtalmologique avant 5 ans. Eh bien, on revient de plus en plus, en tout cas dans nos congrès d'ophtalmologie, on revient de plus en plus sur cette donnée-là. Et il est intéressant de démarrer la surveillance de la rétinopathie diabétique dès le départ. Et cela pour 2 raisons. Quand c'est des enfants en bas âge, cela leur permettra de s'habituer à l'examen du fond d'œil, de s'habituer à la lampe à fente, de s'habituer à voir un médecin ophtalmologue. Deuxième cas de figure, c'est les patients chez qui on va diagnostiquer le diabète de type 1 autour de l'adolescence. Et ces patients-là vont être beaucoup plus à risque de rétinopathie diabétique. Et il y a une forme bien particulière que l'on retrouve chez eux. C'est ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique floride. Et c'est une rétinopathie diabétique qui se caractérise en fait par l'aggravation de 3 à 4 stades de rétinopathie en moins de 6 mois. Et c'est très fréquent. Beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Donc, je pense qu'on va revenir sur commencer tout de suite un dépistage au moins un fond d'œil de référence lors du diagnostic du diabète de type 1. Si l'enfant est petit, on pourra attendre 2-3 ans avant de faire un deuxième examen ophtalmologique. Si l'enfant a un âge d'adolescence, il sera préférable de le revoir annuellement. Merci. Merci pour votre brillante présentation. Maintenant,